Le LMS 2025 débutera le 6 avril prochain par les 4 heures de Barcelone, une première épreuve qui sera évidemment précédée du traditionnel prologue qui sera disputé quelques jours avant cette manche catalane, une saison continentale sur laquelle nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, et un numéro dans lequel nous allons élargir le propos sur ce championnat continental de l'European Le Mans Series pour voir un petit peu, outre l'état des lieux que nous avions déjà fait il y a quelques temps au moment de la révélation de la liste des engagés, mais revenir sur l'importance de ce championnat dans l'architecture aujourd'hui de l'endurance, qu'elle soit simplement européenne, voire même internationale. On vous rappelle que le LMS accueille notamment la catégorie LMP2 que nous retrouvons dans bon nombre de championnats autour du monde, que ce soit en IMSA, que ce soit en Asian Le Mans Series, avec bon nombre d'équipes qui croisent les programmes. Et pour cela, je serai évidemment avec Laurent Mercier qui sera présent pour sa part sur le circuit de Barcelone dans quelques jours pour l'ouverture de cette saison 2025. Salut Laurent, le LMS est un championnat, donc comme je disais en introduction, qui a une importance majeure dans le domaine de l'endurance, que ce soit au niveau européen ou international, mais qui a aussi une importance pour Endurance Info, même pour la genèse d'Endurance Info, un tout petit peu avant le lancement du site. Salut Pierre. Ouais, ça a une importance. Alors, je sais pas si on peut parler de Le Mans, d'European Le Mans Series. Au début, ça s'appelait Le Mans Endurance Series, puis Le Mans Series, puis maintenant European Le Mans Series. Si tu veux remonter au tout début, c'était 1000 km du Mans en octobre 2003, et je pense que ceux qui y étaient se souviennent de la météo, on peut dire merdique. Ouais, merdique de cette journée-là. Mais c'était un petit peu les prémices d'un championnat européen badgé Le Mans. Il y a eu après ensuite une course à Spa-Francorchamps en 2005. Après, un championnat qui était organisé par Peterotto avec le concours de la CO. Et c'était un petit peu, enfin moi, c'était une de mes premières accréditations, en plus les 1000 km du Mans en 2003. C'était sympa parce que c'était au circuit Bugatti avec des concurrents qu'on voyait aux 24 heures du Mans, mais rien ne laissait à ce moment-là présager d'une si belle longévité du championnat, qui a pourtant failli capoter 2012 pour ceux qui se souviennent, notamment à Donington Park, où il y a eu une manche où il devait y avoir 12 ou 13 voitures. C'est vraiment c'est proche du néant. Et il y a eu une finale qui était organisée fin 2012 à Petit Le Mans avec quelques équipes européennes qui étaient venues. Notamment, il y avait Greaves, il y avait Thierry by TDS, il y avait IMSA Performance Matmut qui avait disputé le Petit Le Mans en guise de finale européenne. Et ensuite, 2013, la CO a repris la main pour l'organisation du championnat. Le WEC était déjà lancé depuis 2012. Il y a la structure LMEM, donc Le Mans Endurance Management, qui chapeaute un petit peu tout. Et depuis 2013, on va pas se mentir, le championnat connaît un franc succès. Ce sera encore le cas cette année avec 44 voitures. Et il y a quand même toujours eu beaucoup de voitures dans ce championnat LMS. Et Laurent, outre le nombre, on voit qu'il y a des noms qui étaient là en 2013, qui sont encore là aujourd'hui. Donc preuve que pas beaucoup, mais il y en a encore. Donc ça prouve quand même que c'est le premier point sur lequel que nous allons développer dans ce numéro de notre podcast Track Limit by Minerva Oil. C'est un peu le cœur de beaucoup de programmes d'équipes, ce championnat ELMS. Je pense à TDS qu'on voit notamment en ELMS et qu'on voit aussi en IMSA depuis quelques années avec succès pour les troupes de Jacques Morello, Xavier Combet. Mais cette ELMS là a lancé bon nombre d'histoires en fait, Laurent, de structures qui certes pour certaines sont encore en LMS, mais d'autres qui ont évolué dans d'autres disciplines, on va dire que ce soit le proto ou le GT. Ah mais c'est sûr, c'est là qu'a débuté notamment Signature en endurance avec une Courage Oreca. C'est là qu'a débuté aussi en proto WRT pour être un petit peu plus récent avant d'aller en WEC, donc pour se former un petit peu à l'endurance, enfin au proto du moins, parce que l'endurance ils le connaissaient déjà en GT. Ce qui a fait Préma ensuite par la suite. Et ces équipes-là, en plus, qui ont été titrées, sont allées. C'est une belle rampe de lancement pour elles avant d'aller en WEC, dans la catégorie Rennes pour WRT et aussi en GT. Et on le voit encore cette année avec Genesis, qui s'associe avec IDEC pour former une équipe, pour s'affûter à l'endurance, pour après aller en WEC en hypercar. Donc c'est sûr que c'est une belle rampe de lancement. Mais par contre, si on devait un petit peu modérer la chose, il faut faire attention que ce soit pas que des équipes, que ce soit un feu de paille. C'est-à-dire que les équipes viennent et qu'elles partent, parce que ces équipes ont un peu plus de moyens que les autres, parce que comme c'est justement une rampe de lancement, c'est un petit peu pour prendre ses marques, et après elles vont plus haut. Et le problème, c'est que si tu remportes les titres avec ces équipes-là et que les années futures, elles sont jamais là,
ça peut frustrer celles qui sont fidèles au championnat. Comment, toi qui as longtemps arpenté le plateau et les paddocks de cette ELMS depuis plusieurs années, donc tu as vu justement ces différentes étapes que tu rappelais en introduction avec des hauts et des bas, comme dans tout championnat, mais comment tu expliques qu'au fil du temps quand même le championnat est donc trouver sa vitesse de croisière aujourd'hui, tu le rappelais, 44 voitures pour Barcelone dans un peu plus d'une semaine. Quels sont les points que beaucoup d'équipes te relatent lorsque tu discutes avec elles dans le paddock, notamment sur l'attrait du championnat, sur le pourquoi du comment en fait de cette success story de l'ELMS? C'est un championnat qui a quand même vachement évolué parce que à un moment, il y a quand même eu des constructeurs qui sont venus rouler. On se souvient que Peugeot était là, que Audi était là. Bon, maintenant, depuis quelques années, en plus, depuis que le WEC est en place, on a réservé ça aux équipes privées avec la catégorie LMP2 en catégorie Rennes. Si tu as une LMP2 aujourd'hui, à part l'European Le Mans Series, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu as un seul championnat. Le LMP3, tu en as plusieurs, mais si tu veux un championnat pour essayer de gagner une invitation, il y a aussi la carotte pour les 24 ans du Mans, et ça, je pense que ça joue beaucoup. Le GT, par contre, c'est sûr que tu as un petit peu moins de GT parce que tu as plus de championnats qui te permettent de rouler en GT. Alors qu'en proto, c'est le championnat phare, c'est le championnat majeur. Et si tu veux un jour aller au Mans, tu es obligé de passer par l'European Le Mans Series. Comme maintenant, tu es plus ou moins pas obligé, mais c'est quand même conseillé aussi de passer par l'Asian Le Mans Series pour l'hiver. Donc là aussi, c'est une belle rampe de lancement. Si tu vas aller au Mans, ça permet de former des jeunes pilotes aussi. Combien il y en a qui sont passés par le LMS et qui sont maintenant pilotes officiels, même en proto. C'est ce qui fait un petit peu le succès. Tu as 6 meetings dans la saison, c'est des courses de 4 heures. Alors, je ne vais pas dire que c'est abordable parce que c'est toujours trop cher, mais c'est un championnat continental, donc qui reste en Europe. Donc, plus facile à gérer, ça fait son succès. On voit aussi, Laurent, le calendrier. Spa-Francorchamps, Imola, c'est des circuits qui sont également visités par le WEC. Donc, ça rejoint un petit peu aussi ce que tu énonces sur la préparation pour éventuellement aller à l'échelon supérieur pour que ce soit des pilotes, voire des équipes. Dans tous ces exemples que tu mentionnes, il faut aussi mettre en avant le fait que les équipes qui souhaitent éventuellement aller à l'échelon supérieur doivent aussi se confronter à tout ce qui est réglementation. On sait très bien que les réglementations ACO et SRO, forcément, puisque ce sont les principaux promoteurs des championnats que nous suivons, forcément il y a des petites spécificités. On passe beaucoup de temps dans les paddocks à discuter avec pas mal de team managers notamment qui sont en charge des réglementations. C'est très compliqué d'arriver la première année de saisir toutes les subtilités, Laurent, de chaque règlement. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus en détail dans un prochain podcast. Mais la complexité des règles en fonction des championnats, c'est un vrai sujet qui n'est pas simple parce que chacun met un petit peu sa patte personnelle et c'est, comme tu le dis, c'est pas facile d'arriver dans un championnat et de comprendre justement toutes les subtilités de ce championnat parce qu'il y a chacun, chacun fait un petit peu, apporte un petit peu sa touche personnelle. Mais bon, au fil des ans, ça suit quand même son cours et c'est pour ça aussi que tu en as qui préfèrent commencer aussi par la Michelin Le Mans Cup. Maintenant, alors évidemment, avec la Michelin Le Mans Cup, tu vas pas au Mans si tu vas en LMP3. Maintenant, tu peux si tu es en GT3. Et ça permet aussi de se forger un petit peu au championnat labellisé ACO, qui a le même règlement entre Le Mans Cup, Asian Le Mans Series et ELMS dans sa majorité. Donc, ça permet de prendre ses marques petit à petit et de ne pas rentrer dans le grand bain tout de suite de l'ELMS. Et vu que ça cartonne en termes de nombre d'engagés, c'est sûr que c'est peut-être préférable de commencer par le bas de la pyramide, c'est-à-dire le bas. Je parle parce que c'est un championnat hivernal, mais par l'Asian Le Mans Series et avant d'aller voir plus haut. Et le deuxième point, Laurent, c'est un petit peu ce que tu commençais à aborder, c'est cette pyramide ACO. Alors certes, avec le WEC et les 24 heures du Mans vraiment tout au sommet, mais sur le plan vraiment européen, il y a cette pyramide donc où on commence via la Ligier European Series, la Michelin Le Mans Cup et donc l'European Le Mans Series. On voit qu'il y a quand même quelques structures qui essaient de placer leurs pions dans ces 3 échelons pour vraiment créer cette pyramide. Et aussi créer, entre guillemets, en interne, une sorte d'école pour pouvoir notamment former les jeunes. Je pense notamment à des structures comme DKR, par exemple, qui sont présentes dans les différentes catégories. Ouais, DKR, c'est un exemple. Tu as aussi Team Virage aussi, qui est présent en Ligue European Series en premier échelon et qui après est aussi présent dans les autres championnats ACO. Alors pas cette année en LMP2, mais c'était le cas encore l'année passée. Et oui, c'est une bonne école. Et en plus, comme les meetings sont communs, ça te permet de mutualiser un petit peu les structures. Et c'est sûr que c'est bien de commencer en bas de l'échelle. Et ça te forme aussi au championnat et aux règles du championnat qui sont sur ces meetings labellisés ACO. Et c'est forcément un plus. Un des exemples les plus parlants, Laurent, c'est Gillian Henrion. C'est l'an dernier qui avait notamment été vu jusqu'au rookie test du WEC. Ouais, c'est ça, qui a commencé en Ligier European Series et en plus qui a gagné partout où il est passé.
Et tu fais bien de le préciser. C'est une belle récompense d'aller au prologue WEC. Alors maintenant, oui, c'est une belle récompense. Maintenant, ce serait bien si c'était suivi de fait pour lui. Et malheureusement, alors oui, il va rouler cette année, mais pas forcément là où on l'attendait, parce que ça fait partie des pilotes qu'on aimerait voir à plein temps en LMP2 parce qu'il en a tout à fait le potentiel. Et bon, là, c'est pareil. Le problème, c'est que tout a tellement augmenté en termes de budget. Alors ça, c'est un petit peu peut-être le bémol, mais c'est un peu le cas partout. Mais c'est que maintenant, ça coûte très cher, certainement trop cher d'ailleurs. Mais comme il y a beaucoup de voitures, c'est un petit peu toujours l'histoire de l'offre et de la demande. Vu que ça coûte cher, vu qu'il y a beaucoup de demandes, pardon, évidemment, on n'hésite pas à augmenter les prix. Beaucoup de demandes, Laurent. Le point suivant qu'on souhaite aborder dans ce numéro de Track Limit by Minerva Oil, c'est forcément l'évolution du championnat. On l'a évoqué en introduction. Ce qu'on peut vraiment mettre en avant, alors on peut penser que c'est un point négatif, dans un sens salé, c'est que quand on regarde les listes des engagés de 2013, par exemple, pour reprendre un petit peu il y a quelques années, ou de 2015, pour faire le cap des 10 ans, on peut voir notamment que si la diversité des équipes et des pilotes reste toujours présente, en revanche sur le plan technique, on peut voir qu'en LMP2, c'est plus du tout le cas, Laurent. Est-ce que pour toi, c'est un point négatif de cette évolution qu'on peut voir depuis plusieurs années? Je vais faire un peu une réponse, je ne sais pas si c'est une réponse de Normand, mais je suis assez partagé. D'un point de vue passionné de sport auto et d'endurance, je trouve ça plutôt embêtant, pour rester poli, qu'il n'y ait pas de diversité, que tu aies un seul constructeur maintenant en LMP2, que tu aies un seul motoriste, que tu aies un seul manufacturier de pneumatiques, qu'en P3, tu as quand même peu de constructeurs aussi, tu as trois manufacturiers, mais tu en as un qui domine. Et en GT, vu qu'il y a moins de voitures, il y a quand même un peu de diversité, mais pas non plus énormément, et tout le monde a les mêmes pneus. Mais d'un autre côté, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. D'un autre côté, en LMP2, tu as un seul châssis, il n'y a pas de BOP, ce qui est rare. C'est ce que j'allais te dire. Là, pour le coup, tu t'enlèves Donc, la problématique balance de performance. normalement, dimanche soir ou lundi matin, quand je quitterai Barcelone, je pense que l'équipe qui aura gagné dimanche après-midi, ça aura été l'équipe qui aura été la meilleure. Sur une course où il y a une BOP, en fait, peut-être que oui, peut-être que non. Et là, au moins, tout le monde a le même châssis, le même châssis, les mêmes pneumatiques, le même moteur. Alors oui, c'est chiant parce que ça fait le même bruit, c'est le même look. Alors c'est un peu embêtant, c'est sûr. Moi, c'est une catégorie qui me plaît justement pour ça, parce que les équipages sont un petit peu. C'est à toi de réunir le meilleur équipage, mais ils sont montés un petit peu de la même façon parce que tu as des catégorisations, des classifications à respecter. C'est-à-dire que par exemple, tu peux pas avoir deux platinium dans une voiture. Que si tu roules en LMP2 Pro-Am, tu es obligé d'avoir un pilote bronze. Là, au moins, ça récompense le travail des équipes, le travail des pilotes, le travail des ingénieurs. Et t'as pas cette épée de Damoclès sur la tête avec ces histoires de BOP, de changement, tu sais pas trop pourquoi une fois t'es bien, pourquoi une fois t'es pas bien. Donc sur ce côté-là, c'est plutôt positif. Le côté P3, il y a pas de BOP, enfin pas encore du moins, parce que le règlement dit qu'un jour, à un moment, il peut y avoir une BOP si on se rend compte qu'il y a un châssis qui domine. Mais comme en 2025, c'est le cas depuis quelques années, nous, on est un sport où on n'a pas le droit de dominer, contrairement aux autres. Mais bon, nous, on fait toujours à part. Donc, nous, si on domine, c'est pas bien. Il faut réduire celui qui domine. Pas sûr que ce soit du nivellement vers le haut. Mais bon, après, je pense que chacun a un avis sur le sujet. Il faut composer. Mais moi, perso, la catégorie LMP2, elle me va bien. Et c'est quand même un vrai succès parce que c'est une catégorie qui dure dans le temps, qui doit être appelée à être renouvelée dans les prochaines années. Mais on a encore 3 ans, 2-3 ans avec cette catégorie-là, enfin avec ces voitures-là, et on verra après ce que l'avenir nous réserve. On rappelle que les premiers, Laurent, appels d'offres pour le futur du LMP2 ont récemment été dévoilés par la FIA et la CO forcément, notamment au niveau du groupe Motopropulseur. Pour plus d'informations, on ne peut que vous encourager à aller lire nos articles sur le site d'Endurance Info. Tu parlais du Mans, Laurent. Forcément, on ne peut pas évoquer l'European Le Mans Series sans parler forcément des invitations aux 24 heures du Mans. Là aussi, ça peut être à double tranchant. Dans un sens, certes, il y a quand même beaucoup d'équipes qui s'engagent en ELMS parce que c'est un programme concret et majeur dans la façon dont ils gèrent leur programme sur une année. Mais on ne peut pas mettre de côté, occulter le fait que l'invitation 24 heures du Mans préside dans un sens à certains engagements. Il suffit de demander aux équipes qui n'ont pas été sélectionnées cette année. Je pense qu'elles te le diront elles-mêmes. Tu as beaucoup de programmes quand même qui se finalisent s'il y a un ticket pour aller au Mans parce que
ça repose que le business économique repose quand même pas mal sur sur généralement un pilote gentleman ou quelqu'un qui a même pas mal de budget. Et forcément, si tu n'as pas le ticket au Mans, c'est un peu plus compliqué pour arriver à réunir cet équipage-là. Ça peut même mettre en péril la santé économique de ces équipes. Je pense que tu attends la liste des engagés des 24 heures du Mans un petit peu comme tu attends de savoir si tu es bachelier ou pas. Quand tu vois que ton nom n'est pas sur la liste, je pense que ça doit être un peu ça doit être une vraie déception parce qu'il faut rebondir, il faut arriver à séduire son équipage et dire aux pilotes, écoutez les gars, vous allez peut-être pas payer la totalité parce qu'il n'y a pas Le Mans, mais vous allez faire que l'European Le Mans Series. Et tu as des pilotes qui peuvent dire, enfin il y en a qui disent d'ailleurs, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ouais, mais moi je veux faire Le Mans. Et là, tu es obligé de trouver un plan B, soit le pilote s'en va et il trouve un autre volant, ou alors il fait que le LMS. Dans un sens, c'est force ou faiblesse, dans un sens. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est force ou faiblesse. Et, le nombre qui a été pris et qui est pris encore aux 24 heures du Mans, vu la bonne santé de la catégorie hypercar, et là-dessus, quand même dire que, je veux dire, on n'a pas pris des LMP2 au détriment d'hypercar. Ok, on a la deuxième Porsche de Proton qui est première suppléante, mais on pourrait pas avoir 10 hypercars de plus. Je veux dire, on a épuisé le quota. Tout le monde te parle de Acura, oui, sauf qu'Acura, pour l'instant, ne veut pas venir. Enfin, le Japon ne veut pas venir. Donc, c'est pas une histoire de manque de place. Et en plus, il faut engager une caisse en WEC. C'est même pas une histoire au final de ne pas vouloir venir. C'est que si tu veux venir au Mans, il faut que tu viennes en WEC. Il ne faut pas penser qu'on se prive d'un plateau de 5 hypercars supplémentaires à cause des LMP2. Peut-être que dans quelques années, on sera bien content de trouver les équipes LMP2 si le plateau hypercar diminue un petit peu. Donc, il ne faut jamais oublier d'où on vient et ne surtout pas avoir la mémoire courte. Et sachant, Laurent, que effectivement le LMP2 qui était en WEC avant l'arrivée du LMGT3, forcément que là on avait l'aspect pyramidal jusqu'au bout entre le LMS et le WEC. Certes, maintenant ce n'est plus le cas, mais est-ce que toi à l'avenir, quel que soit l'aspect technique, on évacue cet aspect technique pour le LMP2, comment tu vois même l'évolution de la catégorie si on élargit un petit peu le propos, et donc mécaniquement de l'ELMS? Ça a renfloué le fait que tu n'aies plus d'équipe LMP2 en WEC. Alors, tu as aussi des équipes LMP2 WEC qui sont passées en hypercar. Bon, celles-ci, il faut les mettre de côté. Mais comme tu n'as plus ce championnat WEC qui accueille la LMP2, le seul championnat de repli, c'est le LMS. Résultat des courses, il n'y a plus de LMP2 en WEC, il n'y a quasiment jamais eu autant de LMP2 en ELMS. Donc c'est bien que ça fonctionne. Tant que tu peux avoir 15 voitures pour aller au Mans, je pense que ça va aller. Le seul point d'interrogation par rapport au futur, c'est qu'est-ce que va donner la nouvelle réglementation pour le LMP2 ? Combien de constructeurs ? Qui va y aller ? Combien ça va coûter ? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Après, ça fait quelques années qu'on te dit que les hypercars, les LMDH pourraient aller en ELMS. Moi, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Déjà, parce que c'est quelque chose qui coûte très cher, qui est quand même compliqué à entretenir et que toutes les équipes ne peuvent pas se le permettre. C'est pas une catégorie qui est réservée aux gentleman drivers. Pour preuve, les pilotes bronze sont interdits en hypercar. Donc, de là avoir des prototypes hypercars en ELMS privé, je pense que c'est un rêve qui, pour l'instant, restera à l'état de rêve et de toute façon, ne fera pas aujourd'hui une grille complète quand tu vois ce que coûte une hypercar à exploiter. Laurent, outre ces aspects réglementaires, de calendrier, également d'évolution de la catégorie et du championnat, on voulait mettre en avant aussi un autre fait, mais qui nous concerne un petit peu plus à nous en tant que journalistes. C'est la façon dont on peut travailler dans ce championnat. On sait que même si vous, en tant que spectateur, vous avez pu le voir d'une certaine façon, notamment aux 24 heures du Mans, avec certes des bonnes raisons, on en a déjà parlé, on va pas revenir sur le sujet, mais malheureusement, les disciplines se ferment un petit peu au niveau de l'accès public. Ouais, alors ça, c'est un point très positif et qui pour moi est important, c'est que oui, c'est un championnat qui reste ouvert. Alors évidemment, c'est plus facile, par exemple, qu'en WEC, si tu veux faire la comparaison, parce qu'il n'y a pas de constructeur en ELMS, donc évidemment, c'est que des équipes privées, donc c'est un petit peu plus facile. Mais ça, c'est un point à souligner, c'est que tu peux aller voir qui tu veux, quand tu veux, que les gens sont sympas, que c'est suffisamment ouvert, que tu peux discuter avec les gens, avec les acteurs du moins, sans être fliqué par X attachés de presse, sans être enregistré, sans qu'on te dise tu as 2 questions et après c'est fini. Donc moi je suis pas du tout, c'est pas du tout ma cam. Donc moi c'est pour ça que le LMS et l'Allemand Cup c'est des championnats où moi je prends du plaisir à bosser parce que c'est facile d'aller voir les gens et c'est facile de discuter de tout et de rien d'ailleurs.
mais c'est nettement plus facile et abordable. Il y a moins de contraintes, hein. C'est pas une critique envers le WEC, hein. Je comprends tout à fait, hein. Il y a des Oui, c'est deux. il y a Exactement, c'est deux, voilà, et deux environnements différents avec des. ouais, On va pas le cacher, il y a une pression qui n'est pas du tout la même en WEC et mécaniquement au 24 heures du Mans, encore plus au 24 heures du Mans même que sur les autres manches WEC, mais que en ELMS, du fait notamment ce que tu disais, la présence des constructeurs. ouais, mais je trouve qu'on se donne beaucoup trop d'importance à vouloir fermer, que les constructeurs cloisonnent tout, n'acceptent pas les petites phrases ou n'acceptent pas les infos, ou même quand tu fais un triplé, ne veuillent pas donner d'interview à l'arrivée de la course, parce que ça, on l'a déjà vu il y a encore pas si longtemps que ça. Donc ça, moi, je trouve ça totalement anormal. C'est quelque chose qui, pour moi, mériterait même une pénalité financière, parce que tu as des gens qui se crèvent le cul à couvrir le championnat. Et si tu as des gens qui gagnent et qui veulent même pas parler, je trouve ça déjà moyen. Et je te dis, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de parler dans un championnat européen. En fait, c'est un peu comparable au GT World Challenge Europe en termes de facilité de travail. Tu vois, tu peux aller, c'est la même chose, c'est des équipes privées, tu peux discuter avec les gens et c'est beaucoup plus ouvert et plus facile. Et moi, c'est un peu ce que je recherche dans l'endurance. Tout le monde te dit que c'est une discipline ouverte. Oui, mais pas partout. Et moi, j'aime bien pouvoir aller voir les gens et discuter sans qu'on vienne me suivre comme un petit chien. Laurent, on a fait un petit peu le tour de la santé de l'ELMS et de son évolution et de ses attraits pour les différentes équipes qui sont engagées encore cette saison 2025 en européenne Le Mans Series. Une campagne, Laurent, qui donc débutera le 6 avril, comme on le disait en introduction, sur le circuit de Barcelone. Et une campagne, donc on le disait, qui débutera avec 44 voitures et un plateau, encore une fois, très conséquent, très qualitatif, avec plusieurs points surveillés, Laurent, forcément, un LMP2. Bon, mécaniquement, les regards seront tournés vers Idexport et cette fameuse association avec Genesis Magma Racing pour la voiture numéro 18 qui sera confiée, l'Oreca 07 numéro 18, à Jamie Chadwick, Mathis Jobert et Dani Juncadella. Une sorte de grande préparation pour le constructeur coréen avant d'arriver en hypercar. Ouais, 44 voitures, c'est encore beaucoup. C'est, comme tu l'as dit, qualitatif. C'est quantitatif, qualitatif. Oui, tu t'as parlé d'IDEC, mais il n'y a pas que IDEC. En fait, le problème, c'est que là aussi, enfin pas le problème, mais le sujet, c'est que c'est aussi difficile de savoir qui va tirer son épingle du jeu encore cette année, parce que tu as pléthore d'équipes. Tu peux prendre VDF Panis Racing, où ça va être fort, CLX, ça va être fort, Inter Europa, je pense que ça va être fort aussi, Duquesne, ça s'est bien restructuré, Algarve, ça va être costaud, United aussi, et tu dis Ironmix Proton, quand ça marche aussi, et là tu te dis merde, mais j'ai fait le tour et en fait je sais pas qui sortir. Tu vois, même Nielsen, avec Boluk Basi à Augsburg et Albuquerque, ça va aller vite. Donc, va falloir toujours un petit peu faire cette comparaison entre les P2 et P2 Pro-Am. Mais même en Pro-Am, ça va aussi être, il y a du costaud avec AO by TF, avec AF Corset, avec Proton, notamment. Puis les autres ne sont pas en reste. Donc, DKR aussi, je pense que ça devrait bien fonctionner. Donc, une belle grille LMP2 très indécise. Le P3, ça va être intéressant parce que c'est une nouveauté pour tout le monde, parce qu'on a affaire aux nouvelles voitures qui sont maintenant motorisées par Toyota, avec le soutien technique d'Oreca comme par le passé. Et puis, on va avoir la nouvelle Ligier qui va être évidemment en masse, un petit peu par rapport à la concurrence, parce qu'on a une seule Duquesne D09 et une seule Ginetta G61. Et on a aussi un peu, quand même de la diversité en GT, parce qu'on a les débuts de la McLaren, de la Corvette dans le championnat. On a la Mercedes aussi. Et donc, on avait par le passé pas mal de Ferrari, mais on voit quand même que la concurrence s'organise. On a un petit peu plus d'équipes et de gens qui viennent d'horizons divers et variés. Un Racing Spirit of Le Mans, par exemple, qui cumule le WEC et le LMS. On va retrouver Clément Maté et Juan Bastard qui était au WEC l'an dernier. Non, je pense que ça va être une saison très intéressante. Pour rebondir, Laurent, sur ce que tu disais, on voit que des équipes qui ont choisi le LMS, je pense notamment à TF Sport avec la Corvette qui débute en ELMS, qui aurait pu évidemment choisir d'autres horizons avec cette voiture pour le GT3, mais qui a choisi dans la continuité de son engagement en WEC avec les Z06 LMGT3R de venir en ELMS pour vraiment posséder une harmonie dans son programme. Et c'est là où on voit l'attrait du championnat qui se poursuit d'année en année.
Et il faudra, Laurent, cette année être fiable. On a vu l'an dernier qu'il ne fallait pas manquer de points pour espérer être champion dans les différentes classes, puisque les titres se sont joués lors de la finale de Portimao. Et il ne fallait pas manquer le train durant la saison. Et dès Barcelone, il faudra marquer de gros points. Je pense que ce sera encore plus le cas cette saison. Je serais tenté de te dire oui pour la bonne et simple raison. Alors, on dit ça un peu chaque année, mais j'ai l'impression que le niveau est encore plus relevé que cette année que par le passé. Donc là, tu as quand même affaire qu'à des équipes qui sont, et des pilotes quand même dans l'ensemble qui sont tous affûtés aussi bien les uns que les autres. Donc ouais, je pense que ça va être... c'est une saison qui va être rude et comme tu n'as pas le côté BOP en P2, P3, donc forcément, il va falloir que les équipes bossent encore plus, que les pilotes soient au rendez-vous. La fiabilité, ça ne posera pas de problème en P2 parce que les voitures sont éprouvées et il y a rarement de problèmes quand même techniques. Le P3, on va voir ce que ça va donner parce que c'est quand même des nouvelles autos. Donc, il n'y a pas de raison parce que tout le monde connaît quand même la catégorie, même s'il y a encore l'incertitude Ouais, ouais, puis il y a l'incertitude du moteur parce qu'il n'y a pas le retour. Et en GT, les voitures sont connues, donc les équipes connaissent les voitures pour la plupart. Donc, non, franchement, je pense que ça va être une belle saison. Laurent, on a fait le tour de cette catégorie LMP2 et de plus largement du championnat ELMS, avec la catégorie LMP2 évidemment qui sera la reine des 4 heures de Barcelone sur le circuit catalan de Montmelo. Laurent, le LMS, si vous êtes fan, vous auditeurs et lecteurs d'Endurance Info, on a un petit plus, un petit bonus qui sera proposé sous peu sur le site. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, parce qu'il y a un truc qui était bien et qui ne se fait plus maintenant, ce que je déplore, même si on fait de l'Internet tous les jours, c'est qu'il fut un temps où il y avait des annuels papier. Exactement. Des annuels papier, grâce à Olivier Loisy, qui s'occupait des éditions Apollo et qui était l'éditeur de ces annuels, on en a récupéré des anciens annuels de 2005 à 2010. On va vous en faire gagner si vous êtes abonné. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et vous pourrez gagner des annuels qui ne sont pas forcément, plus forcément faciles à trouver et où il y a toutes les belles photos, tous les classements, tout ce qui s'est passé meeting par meeting. On a de 2005 à 2010. Laurent, voilà, c'était une sorte de présentation un petit peu de la saison 2025, mais c'était surtout pour insister et montrer tous les aspects positifs de ce championnat ELMS qui entamera une nouvelle campagne, donc on vous le rappelle, le 6 avril prochain sur le circuit de Barcelone et où tu seras, Laurent, pour nous faire vivre de l'intérieur. Toute la semaine, oui, puisqu'il y a le fameux prologue avant, donc ça sera l'occasion d'aller à la rencontre des acteurs, voir un petit peu, évoquer certains points que nous avons abordés. On rappelle notamment en LMP3 l'arrivée des nouvelles voitures et en LMP2 la présence notamment de Idexport et de Genesis Magma Racing. Donc tout ceci sera retrouvé tout au long de la semaine donc prochaine sur notre site internet. Donc évidemment n'hésitez pas à vous rendre sur le site tout au long de ces prochains jours pour voir les différentes actualités consacrées à l'ELMS. Laurent, merci beaucoup et puis évidemment on reviendra forcément sur cette première manche de Barcelone très prochainement sur Endurance Info, potentiellement évidemment dans un nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Merci Laurent et à une prochaine. Merci, à bientôt, ciao.